Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et voilà, nous reviendrons avec la deuxième partie qui traite les murs de soutènement, en béton armé bien sûr. Je vous rappelle, lors de la précédente vidéo, ou bien de la première partie qui traite les murs de soutènement, nous avons discuté un peu sur les types de soutènement. Donc il y a plusieurs types, tels que les gabionnages, les parois en atalus, les parois en pale blanche et les murs de soutènement en béton armé, qui font l'objet de nos deux vidéos. Nous avons fait cette exposition sur les types de murs de soutènement. Nous avons aussi vu comment procéder au prédimensionnement des murs de soutènement et nous avons aussi traité ou bien exposé la méthode de calcul ou bien la méthode de détermination des actions qui agissent sur les murs de soutènement. Lors de la vidéo d'aujourd'hui, qui sera la deuxième et dernière vidéo de notre formation ou bien de notre cours sur les murs de soutènement, nous allons exposer comment procéder à la justification de la stabilité externe des murs de soutènement ainsi que le calcul de ferraillage du mur. Des murs de soutènement en béton armé, bien sûr. Je rappelle une autre fois aussi qu'un mur de soutènement qui fait l'objet de notre étude ou bien de notre cours est un mur de soutènement en T renversé ou bien un mur cantilever qui est composé d'une semelle et d'un voile en béton armé. Pour bien comprendre, pour bien saisir le contenu de ce cours, restez branchés, restez connectés et j'espère que vous allez très bien comprendre. Troisièmement, vérification de la stabilité externe. Après l'établissement du bilan des forces et moments agissant sur le mur de soutènement, nous procédons maintenant à la vérification de sa stabilité face aux phénomènes suivants. D'abord, la stabilité au renversement, stabilité au glissement et stabilité au poinçonnement. Les différentes vérifications sont effectuées à l'état limite de service, ELS. D'abord, nous allons commencer par la vérification de la stabilité face au renversement. Cette vérification consiste à calculer le rapport des moments stabilisants sur les moments renversants, qui doit être supérieur ou égal à 1,5. Nous reprenons le schéma ou bien la coupe schématique de notre mur de soutènement. Donc, nous avons le mur, nous avons cette charge extérieure qui est la charge d'exploitation, le côté des terres en amont et le côté des terres en aval. Et nous avons le point haut. Donc, le mur, s'il y a lieu d'un renversement, le mur va renverser autour de ce point. Donc, d'abord, on va faire la somme des moments stabilisants qui tendent à stabiliser le mur. On fait aussi la somme des moments renversants qui tendent à le renverser autour de ce point-là, le point haut. Ensuite, on fait ce calcul-là, MS sur MR, qui doit être supérieur ou égal à 1,5. Sinon, s'il est inférieur à 1,5, notre mur n'est pas stable au renversement. C'est assez simple que ça. Deuxièmement, la stabilité au glissement. La vérification au glissement est effectuée selon la formule suivante. Donc nous avons cette formule, la somme des FH. Donc FH, c'est la somme des forces horizontales. Doit être inférieure ou égale à C fois B. Donc C représente la cohésion des terres. Fois B plus la somme de FV tangente φ sur gamma M. Donc FH, c'est la somme des forces horizontales agissantes sur le mur. FV, c'est la somme des forces verticales agissantes sur le mur. C est la cohésion du sol. B, c'est la largeur du sol comprimée. Et gamma M est un coefficient de sécurité qui est égal à 1,5. Pour que la stabilité soit vérifiée, il est recommandé de prévoir une bêche d'ancrage sur la rive de la semelle en dessous du côté des terres en amont. Troisièmement, la stabilité en non-poinçonnement. Cette étape consiste en la vérification de la contrainte sous la base de la semelle du mur et qui ne doit pas dépasser la contrainte admissible du sol. La contrainte de référence de calcul est déterminée en fonction de l'allure du diagramme. Donc il peut être triangulaire ou bien trapézoïdal. D'abord nous avons le premier cas, ou bien on va commencer par là. Nous avons un diagramme trapézoïdal et nous avons aussi un diagramme triangulaire. Les contraintes maximales et minimales sont calculées comme suit. Donc d'abord, sigma max, qui est la contrainte maximale, est égale à RV sur B fois 1 plus 6E0 sur B. Je vous rappelle que RV représente la somme des forces verticales agissantes sur le mur, E0 est l'excentricité, tandis que sigma min est égal à RV sur B, toujours, fois 1 moins 6E0 sur B. E0 est l'excentricité de la résultante des forces par rapport au milieu de la semelle du mur. Elle est calculée comme suit. Donc E0 est égal à M sur RV. M est la somme des moments.
Donc M représente la somme totale absolue des moments, qui inclut les moments stabilisants ainsi que les moments renversants. Donc on calcule cette somme-là, qui est la somme des moments, on la divise sur RV pour obtenir E0. Pour savoir si le diagramme des contraintes est triangulaire ou bien trapézoïdal, on compare la valeur de E0 avec le 1/6 de la largeur de la semelle. Donc d'abord, si E0 est inférieur ou égal à B sur 6, ça veut dire que l'excentricité se trouve au niveau du tiers central de la semelle. Donc nous allons considérer un diagramme des contraintes trapézoïdales. Sinon, si E0 est à l'extérieur du tiers central de la semelle, c'est-à-dire supérieur à B sur 6, donc je rappelle B représente la largeur totale de la semelle, donc nous avons travaillé avec un diagramme triangulaire. Petite remarque, il est préférable de dimensionner le mur d'une façon à obtenir un diagramme de contrainte trapézoïdale. Maintenant, nous allons déterminer la valeur des contraintes moyennes ou bien la valeur de la contrainte moyenne de référence par la relation suivante. Donc la contrainte de référence, elle est égale à 3 sigma max plus sigma min divisé par 4. Elle est égale à RV sur B multiplié par 1 plus 3 E0 sur B. Et ceci dans le cas d'un diagramme trapézoïdal. Dans le cas du diagramme triangulaire, la contrainte de référence est égale à sigma de référence est égal à RV sur B' moins 2E0. Je rappelle, B' est la largeur du sol comprimée, comme nous l'avons vu précédemment. Et elle est inférieure à B, qui représente la largeur totale de la semelle. La contrainte admissible du sol est corrigée pour tenir compte de l'excentricité et de l'inclinaison de la résultante R par rapport à la verticale d'un angle delta R. Donc, pour calculer l'angle delta R, donc nous avons arc tangent de delta R est égal à RH sur RV. RH représente la somme des forces horizontales et RV représente la somme des forces verticales. Donc pour déterminer delta R, on doit calculer son arc tangent par cette formule-là. La valeur de la contrainte admissible, sigma admissible bar, est alors égale à, donc sigma admissible bar est égal à sigma admissible déterminé par le rapport géotechnique ou bien par le laboratoire de l'étude de sol, multiplié par ce coefficient-là. Du fait que la cohésion C ne soit pas prise en compte dans les calculs, la valeur de la contrainte admissible devient sigma admissible multiplié par l'exponentielle de moins l'angle delta R. En conclusion, pour que le mur de soutènement soit stable, il doit justifier sa tenue face aux trois phénomènes traités plus haut. Donc il doit être stable au poinçonnement, au renversement ainsi qu'au glissement. Et dans ce cas-là, on peut dire que la stabilité externe du mur soit justifiée. Quatrièmement, calcul de ferraillage. Cette étape consiste à déterminer les sections d'armature au niveau des éléments du mur de soutènement, qui sont la semelle et le voile. Donc notre mur de soutènement se compose d'une semelle et un voile. Le calcul se fait aux états limites selon l'état de fissuration. Donc nous avons les trois états de fissuration, conformément au BAEL ou bien au CBA 93. Donc nous avons FPP qui est une fissuration peu préjudiciable, fissuration préjudiciable et fissuration très préjudiciable. D'abord, si la fissuration est peu préjudiciable, on procède à un calcul à l'état limite ultime. Sinon, si la fissuration est préjudiciable ou bien très préjudiciable, on procède à un calcul à l'état limite de service. Pour calculer le ferraillage, les actions de poussée sont appliquées directement sur la paroi du mur et non pas sur l'écran fictif et avec un angle d'inclinaison égal à 0. Les coefficients de poussée sont déterminés par les tables Kakuk et Riesel, donc comme nous l'avons vu précédemment. Les combinaisons de calcul à prendre en compte sont comme suit. Donc d'abord, nous avons la combinaison à l'état limite ultime et elle est égale à 1,35 multiplié par W, le poids des bétons ou bien le poids propre du mur, W gamma, le poids des terres, et PA gamma. PA gamma, c'est l'action de la poussée du hauteur, plus 1,5 multiplié par Q plus PAQ. Q est la charge d'exploitation et PAQ est la poussée des terres engendrée par cette même charge d'exploitation. À l'état limite de service, on fait la somme de ces 5 coefficients. Donc nous avons ce schéma-là. Nous avons H' qui représente
la hauteur du voile, sans compter l'épaisseur H ou bien l'épaisseur E1 de la semelle. Nous avons la force de poussée due aux hauteurs qui est appliquée à H' sur 3. Et nous avons enfin la force des poussées due aux surcharges d'exploitation qui est appliquée à H' sur 2. D'abord, on va commencer par le calcul du voile, c'est-à-dire cette partie-là. Le voile est soumis à la flexion composée. L'effort normal est dû à son poids propre, tandis que le moment est résultant des actions de poussée, d'éther et des surcharges, agissant sur le voile au niveau de sa section AA. Donc, l'effet max de la flexion composée est à ce niveau-là, au niveau de l'encastrement du voile avec la semelle. Le calcul de la section d'armature se fait par bande de largeur égale à 1 mètre, et en considérant la hauteur de la section transversale du voile au niveau de son encastrement avec la semelle. C'est la section AA. Donc, on va prendre en considération l'épaisseur, cette épaisseur que nous l'avons définie dans le chapitre prédimensionnement E1. Les barres horizontales sont disposées à l'intérieur des barres verticales, contrairement aux voiles de contreventement où elles sont disposées à l'extérieur. Leur section est ainsi déterminée. Donc nous avons AH qui représente la section des armatures horizontales par 1 mètre linéaire. Elle doit être supérieure ou égale à 0,1 fois E1. E1 est l'épaisseur du voile au niveau de la section d'encastrement, c'est-à-dire la section AA, ou bien l'encastrement du mur avec sa semelle. Deuxièmement, calcul de la semelle. La semelle est soumise à la réaction du sol en dessous, au poids d'éther en dessus, qui soit l'éther en aval et l'éther en amont, ainsi qu'à l'action de la surcharge d'exploitation. La réaction du sol sous la fondation n'est que la résultante de toutes les charges verticales sollicitant le mur de soutènement sur une largeur égale à 2 fois EA, où EA est l'excentrement de la résultante des charges verticales par rapport à l'arête aval du mur. La figure suivante illustre les différentes sollicitations agissant sur la semelle. Donc nous allons commencer d'abord par la résultante verticale ou bien la charge verticale FV qui est appliquée à une distance au niveau de l'arête aval qui est égale à EA. Donc cette force verticale sera divisée sur 2 fois EA. Elle sera répartie sur toute cette largeur qui est égale à EA. Nous avons le patin. Le patin, c'est toute cette largeur de la semelle, ou bien la largeur de la semelle située en dessous des terres côté aval, tandis que le talon est la largeur intérieure de la semelle, c'est-à-dire la partie de la semelle située en dessous des terres en amont. Donc nous avons F1 et F2. F1 représente toutes les charges reprises par le talon de la semelle et qui sont issues par le poids propre des terres en amont plus la surcharge d'exploitation, tandis que F2 représente la charge reprise par le patin de la semelle et qui est issue principalement et uniquement par le poids des terres en aval. Donc nous avons patin, c'est la partie de la semelle côté des terres en aval, et talon, la partie de la semelle côté des terres en amont. Donc F1 c'est la somme des poids d'éther en amont et de la charge d'exploitation. F2 est le poids d'éther en aval et Fe c'est la somme des forces verticales agissantes sur le mur. Théoriquement, le calcul de ferraillage se fait pour chaque partie de la semelle, c'est-à-dire on calcule la section de ferraillage du patin avant de la semelle, en dessous, qui je rappelle en dessous du côté aval du mur. Ensuite on calcule aussi le ferraillage pour le talon arrière de la semelle, tout en admettant que chaque partie soit encastrée dans le voile. Or, comme le ferraillage adopté pour la semelle est uniforme, donc nous allons appliquer le même ferraillage sur toute la largeur de la semelle, on le détermine en faisant le calcul sur le talon arrière. Il est plus long que le talon. Et on adopte la même section d'armature aussi bien pour la nappe inférieure que pour la nappe supérieure de la semelle. Le schéma statique de calcul est le suivant. Donc voilà, généralement on procède au calcul de ferraillage de la semelle par ce schéma statique. Le calcul de ferraillage se fait en flexion simple. Le ferraillage longitudinal de la semelle est déterminé par cette formule. Donc nous avons AR, armature de répartition, représente le ferraillage calculé trouvé selon le schéma statique suivant, divisé par. Et ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi. Si vous avez des questions, laissez-les au niveau des commentaires. À la prochaine. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris
que vous avez bien saisi. Si vous avez quelques remarques ou bien quelques questions, mettez-les s'il vous plaît en commentaire. Je vous donne rendez-vous prochainement dans d'autres vidéos pour d'autres sujets et au revoir.